pendant mon absence, mes parents ont secrètement vendu ma maison et ma voiture pour financer le grand rêve de ma sœur. Je leur ai donné une chance de réparer les choses, mais ils se sont moqués de moi. Alors, je suis allé à la police. Toute mon enfance a été une longue leçon sur l'insignifiance de ma personne comparée à ma sœur, Solange, 29 ans. Dès le premier jour, la dynamique était limpide. Solange était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal, et moi l'ouvrier qui existait pour lui faciliter la vie. Attention, rien n'a changé, sauf les montants en euros. Quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont offert un vélo pour mon anniversaire, après des mois de supplication. Rien d'extravagant, juste un vélo d'enfant ordinaire. Je l'ai utilisé 2 fois exactement avant que Solange ne décide qu'elle le voulait. Bien qu'elle ait son propre vélo, un plus beau naturellement, elle a fait une crise de colère. La solution de mes parents ? Ils ont pris mon cadeau d'anniversaire et le lui ont donné. Leur explication ? Elle est plus jeune et a besoin de plus d'attention. Tu es le grand frère. Tu devrais comprendre. Je n'ai rien eu pour le remplacer. C'est la première fois que je me souviens avoir ressenti ce nœud douloureux dans l'estomac, réalisant ma place dans la hiérarchie familiale. À l'âge de 12 ans, j'obtenais d'excellentes notes tandis que Solange passait à peine ses classes. Mon bulletin, un rapide hochement de tête. Solange ramenant des notes médiocres, elle est juste trop créative pour l'éducation standardisée. Le système ne comprend pas les esprits spéciaux comme le sien. Mes parents ont engagé des tuteurs privés pour elle, tout en me disant de me débrouiller seul avec mes devoirs parce que j'étais naturellement intelligent. L'exemple le plus brutal est survenu quand j'avais 17 ans. Je travaillais en double service dans une épicerie locale depuis des mois, économisant chaque sou pour un ordinateur portable dont j'avais besoin pour mes candidatures universitaires. 1200 €. Pas une fortune, mais cela représentait d'innombrables heures à ranger des étagères et à gérer des clients exigeants. Le lendemain de mon achat, je suis rentré à la maison pour trouver Solange utilisant mon ordinateur portable. Lorsque j'ai protesté, mon père m'a littéralement poussé contre le mur et m'a dit d'arrêter d'être si égoïste. Solange avait renversé du café sur son MacBook, son 3e cette année-là. Et apparemment, la seule solution était de lui donner le mien. La justification de ma mère ? L'université est encore loin pour toi. Solange en a besoin pour ses réseaux sociaux tout de suite. J'ai fini par utiliser l'ancien ordinateur de bureau familial qui plantait toutes les 20 minutes. Voulez-vous savoir à quel point Solange était manipulatrice ? Quand j'avais 15 ans, elle a été surprise en train de voler du maquillage au centre commercial. Au lieu de subir sa punition, elle a dit à mes parents que je l'avais forcée et que j'avais aussi volé des choses, mais que je ne m'étais pas fait prendre. Des balivernes complètes. J'étais au club de maths quand elle était au centre commercial. Mais devinez qui a été puni pendant un mois ? Moi. Quand j'ai essayé de me défendre, ma mère a pleuré en disant que je déchirais la famille et mon père a menacé de me retirer mes économies pour l'université. Alors, je me suis juste assis là et j'ai pris le blâme. Solange me souriait en douce tout le temps, sachant exactement ce qu'elle faisait. Elle a même eu le culot de me demander de l'aider avec ses devoirs pendant que j'étais puni pour son crime. Et je l'ai fait parce que dire non aurait juste empiré les choses. Un classique de Solange. Créer le problème, blâmer quelqu'un d'autre, puis profiter des retombées. Et oui, j'étais pathétiquement faible à l'époque. Toujours à céder, toujours à dire c'est bon quand ça ne l'était absolument pas. Il y a cette sorte particulière de fierté tordue que des parents comme les miens tirent du fait d'enseigner à leur fils à être altruiste, ce qui signifie en fait n'avoir aucun sens de soi. J'avais été tellement culpabilisé que j'arrivais pratiquement pré-culpabilisé. C'était simple, Solange veut quelque chose de moi. Je dis non. Les parents me font me sentir comme une ordure. Je cède. Tout le monde loue Solange pour tout accomplissement qu'elle a réalisé avec mes affaires. Et on recommence jusqu'à être complètement vide à l'intérieur. Ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était toute mon existence. Le message était constant, Solange avait droit à tout ce qu'elle voulait, y compris mes affaires, mon argent, et finalement, comme vous le verrez, ma fichue maison. Et le plus fort, pendant tout ce temps où ils me conditionnaient à tout céder ce pourquoi j'avais travaillé, ils appelaient ça d'être un bon frère. Oui, un si bon frère que j'étais juste un personnage non joueur dans la vie de Solange. Mon seul rôle était de lui donner tout ce que je gagnais. Passons à l'âge adulte.
J'ai cravaché pendant mes études universitaires, travaillant plus de 30 heures par semaine tout en suivant un programme complet. Aucune aide de mes parents, à part les frais de scolarité de base. Tout le reste, nourriture, livres, logement, venait de ma poche. Pendant ce temps, Solange a eu une bourse complète pour une université privée coûteuse, avec un appartement, une voiture et de l'argent de poche généreux. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une entreprise technologique, gravi les échelons jusqu'à devenir directeur d'agence et je gagnais enfin bien ma vie, 350 000 € par an. Je me suis acheté une belle maison à Paris et une Porsche. Non pas pour frimer, mais parce que pour une fois dans ma vie, je pouvais avoir de belles choses sans que quelqu'un me les prenne. Mais la dynamique familiale n'avait pas changé. Solange, maintenant âgée de 29 ans, avait toujours le sens des affaires d'un poisson rouge, mais la confiance d'une PDG du CAC 40. Sa carrière post-universitaire a consisté en une série de startups visionnaires qui n'étaient rien d'autre que des échecs coûteux financés par devinez qui ? Moi. La première fut son café innovant qui réinventerait l'expérience du café. J'ai d'abord refusé, mais mes parents m'ont travaillé pendant des semaines. Ma mère m'envoyait sans cesse des articles sur les profits des cafés. Solange m'a montré un plan d'affaires détaillé avec des projections qui semblaient plausibles pour quelqu'un d'extérieur à l'industrie. Ils ont promis que je récupérerais mon investissement, plus 15% en un an. Après suffisamment de pression, j'ai accepté à contre-cœur d'investir 25 000 € avec un contrat signé promettant le remboursement. Le café a duré 9 mois avant de fermer en raison de conditions de marché inattendues. Traduction, Solange n'a jamais pris la peine de rechercher les 3 autres cafés à quelques pas. Lorsque j'ai évoqué le contrat, Solange a affirmé que tous les actifs avaient été liquidés pour payer les dettes, il ne restait donc plus rien. Mes parents m'ont suggéré d'être patient et que Solange me rembourserait quand elle se serait remise sur pied. C'était il y a 4 ans. Ensuite, vint son entreprise immobilière. Solange avait regardé quelques émissions de rénovation et décidé qu'elle était une experte. Elle a trouvé un appartement gravement sous-évalué. Il était sous-évalué parce qu'il avait des problèmes de fondation qu'elle n'avait pas détectés. Cette fois, elle est venue préparer avec des devis d'entrepreneurs et des analyses de marché qui semblaient professionnelles. J'ai découvert plus tard qu'ils étaient en grande partie fabriqués. Mes parents ont insisté sur le fait que c'était une affaire sûre et que l'immobilier était toujours un investissement sûr. Après des semaines de pression, je lui ai prêté 40 000 €, encore une fois avec un accord écrit. 6 mois plus tard, le projet s'est effondré lorsque les coûts réels de rénovation ont triplé son estimation. La propriété a été vendue à perte. Lorsque j'ai demandé le remboursement, ma mère a pleuré en disant que Solange faisait de son mieux et que la famille se soutient mutuellement dans les échecs. Je n'ai jamais revu un centime. La 3e fois, ce fut sa boutique de mode. À ce moment-là, j'étais fermement opposé à financer d'autres rêves de Solange. Mais ma mère est passée en mode manipulation totale. Elle a cessé de prendre mes appels, puis a commencé à m'envoyer des photos d'elle, l'air mince et épuisé. Mon père m'a dit qu'elle ne dormait pas à cause de l'inquiétude pour l'avenir de Solange. Quand elle s'est retrouvée à l'hôpital pour ce qu'ils ont prétendu être un épuisement dû au stress, je me suis senti tellement coupable que j'ai finalement accepté de prêter, et non de donner, 20 000 € à Solange pour le stock, avec un échéancier de remboursement strict. Le magasin a ouvert, a eu des difficultés pendant quelques mois, puis a fermé. Solange a affirmé qu'elle ne pouvait pas supporter l'ennui écrasant de la vente au détail. La semaine suivante, elle a publié des photos sur Instagram d'un week-end à Nice, utilisant ce qui était sûrement le reste de mon investissement. Quand j'ai demandé le début des remboursements, elle a fait semblant d'être offensée que je la marchande alors qu'elle gérait le traumatisme de l'échec commercial. À travers tout cela, Solange me traitait comme son distributeur automatique personnel. Pas de remerciements, aucune reconnaissance des sacrifices que je faisais, juste des levées de yeux quand je demandais des retours et des commentaires sarcastiques sur le fait que je ne comprenais pas sa vision. Mes parents la soutenaient à chaque tournant, me faisant croire que j'étais le problème pour m'attendre à une simple responsabilisation. Il y a 6 mois, mon entreprise de technologie a décidé de s'étendre sur le marché suisse. En tant qu'un de leurs directeurs d'agence les plus performants avec un solide bilan, j'ai été le candidat chanceux choisi pour établir la nouvelle opération à Genève. Non pas que j'ai eu beaucoup le choix. On ne refuse pas ce genre de mission si l'on veut continuer à grimper les échelons de l'entreprise. La promotion s'accompagnait d'une belle augmentation de salaire à 500 000 €. J'ai donc accepté la relocalisation de 6 mois. Le travail était brutal.
Des semaines de 80 heures à gérer les réglementations locales, à embaucher du personnel et à mettre en place les opérations de zéro. Je vivais dans un appartement d'entreprise déprimant, survivant de plats à emporter et de 4 heures de sommeil. Mais j'y suis arrivé. La succursale était opérationnelle, rentable, et je rentrais enfin chez moi, dans ma maison à Paris. Le taxi s'est arrêté devant ma rue. La première chose que j'ai remarquée, ma Porsche n'était pas à son emplacement habituel. Étrange, mais pas immédiatement alarmant. J'ai pensé que mes parents l'avaient peut-être déplacée dans le garage ou l'avaient emmenée pour l'entretien pendant mon absence. Puis je suis arrivé à ma porte d'entrée. La clé ne marchait pas. Les serrures avaient été changées. C'est là que l'alarme a commencé à retentir dans ma tête. J'ai frappé. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant a répondu, me lançant ce regard irrité que les gens réservent aux visiteurs inattendus. « Qui êtes-vous ? » »« C'est ma maison, » ai-je déclaré catégoriquement. « Mon cher, nous possédons cette maison depuis près de 5 mois. » »« Mauvaise adresse. »« 5 mois ? » Je n'étais parti que depuis 6. Je n'hallucinais pas. Mon GPS a confirmé que j'étais à la bonne adresse. Après une brève dispute, elle a sorti l'acte de propriété montrant son nom là où le mien aurait dû être. La vente avait été finalisée quelques semaines seulement après mon départ pour la Suisse. À ce moment-là, tout s'est cristallisé. Les appels hebdomadaires de mes parents me demandant exactement quand je serais de retour. Le ton excessivement doux de ma mère la veille, « Prends bien soin de toi, Marcel. » Le travail est-il trop stressant ? Pas une seule mention qu'ils avaient vendu ma maison sous mon nez. Je me tenais là, sur le seuil de mon ancienne porte, la rage montant comme la pression dans un récipient scellé. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Ça m'a frappé comme une gifle. Je n'ai pas pris la peine de terminer la conversation avec la nouvelle propriétaire. J'ai appelé un autre taxi et je me suis dirigé directement vers la maison de mes parents. C'est drôle comme ils avaient toujours un foyer alors que moi non. Je me suis présenté chez mes parents sans prévenir. Dès qu'ils ont ouvert la porte, leurs visages sont passés du faux bonheur au mode « oh merde » instantanément. « Marcel, quelle surprise !» a dit ma mère, la voix toute aiguë et bizarre. « Nous pensions que tu viendrais la semaine prochaine. » Je n'ai pas pris la peine de faire des amabilités, j'ai juste passé devant eux pour entrer dans le salon. « Vous avez vendu ma maison. » Ils ont échangé ce regard rapide entre eux. Pas de confusion, pas de choc, le regard que les gens se lancent quand ils ont été pris. « Marcel, calme-toi » a dit ma mère avec cette voix condescendante que j'ai entendue toute ma vie. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Ah bon ? Parce que je pense que vous avez vendu ma maison et ma voiture derrière mon dos pendant que j'étais en Suisse. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce qui me manque ici. » Mon père est intervenu. « Nous allions te le dire. Nous avons juste temporairement emprunté sur tes biens. Dans quelques mois, nous te rendrons tout. » Emprunter ? Êtes-vous sérieux là ? Vous avez vendu ma maison. Il y a une femme qui y vit. Où est ma voiture ? Ils ont hésité. Puis mon père a finalement murmuré, « Nous avons vendu ta maison et ta voiture pour obtenir 800 000 € pour que Solange investisse en bourse. » Et voilà. J'avais envie de frapper un mur, mais je me suis retenu. Bien sûr, c'est pour Solange. C'est toujours pour Solange. Toute ma vie, tout ce que je possède lui est remis, à chaque fois. Solange a un réel potentiel sur le marché, a claqué mon père. En tant que son frère, tu devrais vouloir l'aider à réussir. Cette fois, elle fera des profits. Cette fois. Combien de fois avons-nous fait ça ? Combien de fois avez-vous pris mon argent pour ces idées de génie qui échouent toujours ? Où sont tous ces retours incroyables qu'on m'avait promis ? Ma mère a sauté dans la conversation, de fausses larmes déjà se formant. Ce n'est pas la faute de Solange. Elle a juste eu de la malchance avec ses entreprises. De la malchance ? Elle est incompétente et vous le savez. Où est-elle ? Je veux lui parler maintenant. Elle n'est pas là, a dit mon père trop rapidement. Appelez-la tout de suite. Alors que mon père sortait son téléphone à contre-cœur, j'ai tout dit. 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour me rendre ma maison et ma voiture. Si vous ne le faites pas, j'irai à la police et je vous traînerai tous en justice. Et cette fois, je ne reculerai pas.
Vous irez tous en prison. Mon père s'est approché de mon visage. Tu es ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu nous rembourses? Fais pour moi? Fais pour moi? Nommez une seule chose que vous ayez jamais faite qui n'était pas pour Solange. Juste une. Mon père est resté là, bouche ouverte, rien ne sortant. C'est ce que je pensais. Désolé pour la confusion. Vous n'avez qu'un seul enfant, Solange. Je ne suis que le distributeur automatique que vous utilisez chaque fois qu'elle a besoin d'argent. À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué. Solange était arrivée. Solange est entrée avec son stupide sac de marque qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle a fait cette fausse surprise en me voyant, comme si elle n'avait pas envoyé de SMS à nos parents tout ce temps. Marcel, tu es de retour plus tôt. Comment était la Suisse? A-t-elle demandé avec cette fausse voix douce qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Arrête tes conneries, Solange. Je sais ce que tu as fait. J'en avais fini de jouer. Toute son attitude a changé instantanément. Oh mon Dieu. Tu en fais vraiment toute une histoire? Ce n'est qu'une maison. Tu peux en acheter une autre avec ton salaire. Arrête d'être si dramatique. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Juste une maison. Ma maison. Ma voiture. 800 000 € de mon argent pour lequel j'avais travaillé. Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais un enfant agaçant. C'est un investissement. Évidemment, je vais au moins le tripler sur le marché. Tu devrais en fait me remercier de t'avoir fait profiter de cette opportunité. Me laisser profiter? Tu m'as volé. Je voyais rouge à ce stade. Nous n'avons rien volé, a-t-elle rétorqué. Maman et papa sont copropriétaires de ta maison. Tu les as ajoutés pour la planification successorale ou pour une raison stupide, il y a des années. J'avais en effet ajouté mes parents à l'acte de propriété en tant que copropriétaire pour des raisons de planification successorale. Je pensais que c'était une formalité inoffensive puisque j'y vivais toujours et payais toutes les factures. Bien que je possède 60% et eux 40%, la vente de la maison nécessitait toujours les signatures de tous les propriétaires. C'est pourquoi ils se sont donné la peine de falsifier une procuration pour devenir légalement moi pour la transaction et outrepasser mes droits de propriété. Cela ne donne à personne le droit de la vendre sans me le dire. Solange a eu le culot de sourire. En fait, légalement, si. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement l'idée de maman et papa. C'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Ils m'aidaient juste, comme ils le font toujours, a-t-elle haussé les épaules. Comme tu devrais le faire aussi. C'est à ça que sert la famille, à s'entraider. À moins que tu ne sois trop égoïste. La famille ne se vole pas et n'appelle pas ça de l'aide. Elle a ri au nez. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Tu gagnes quoi? Un demi-million par an. Arrête d'être si radin. Cela pourrait être ma grande chance. J'ai explosé. Comme le café était ta grande chance, ou le désastre immobilier, ou cette boutique qui a duré 3 mois. Combien de grandes chances et de secondes chances as-tu besoin avant d'admettre que tu es juste incompétente? Ce n'était pas de ma faute, a-t-elle crié. Le marché était mauvais. Mes employés étaient nuls. L'emplacement était mauvais. Ce n'est jamais ta faute, n'est-ce pas? Rien ne l'est jamais. Tu as échoué à littéralement tout ce que tu as essayé parce que tu ne travailles pas vraiment. Tu attends juste que tout le monde te donne le succès. Solange s'est approchée de moi. Tu penses que tu es tellement meilleur que moi juste parce que tu as eu de la chance avec ton travail ennuyeux. Chance? J'ai travaillé 30 heures par semaine pendant mes études universitaires pendant que tu faisais la fête aux frais de maman et papa. J'ai construit ma carrière pendant que tu gaspillais mon argent dans tes entreprises. Ma mère a essayé d'intervenir avec des conneries de pacification, mais nous l'avons tous les deux ignoré. Solange m'a pointé du doigt. Tu sais quoi? Tu es juste jaloux. Tu as toujours été jaloux que maman et papa m'aiment plus que toi. Le silence est tombé dans la pièce. Même nos parents avaient l'air mal à l'aise. Waouh, ai-je dit. Au moins, tu as enfin dit ce qui était sous-entendu. Je ne vais pas m'excuser d'être la préférée, a-t-elle continué, l'air suffisant. Peut-être que si tu n'étais pas une personne aussi misérable et ennuyeuse, il se soucierait de toi aussi.
Je me suis tourné vers mes parents. Vous entendez ça? C'est ce que vous avez créé. Solange a coupé court à ce que mon père allait dire. Peu importe. Qu'est-ce que tu vas faire, salaud? Ta propre famille. Elle a ri comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Tu n'as pas les couilles. Je l'ai fixé du regard. Regarde-moi faire. Son sourire suffisant a flanché une seconde. Tu n'oserais pas. Une semaine pour tout rendre ou je vais à la police. Et je te promets que l'orange n'est certainement pas ta couleur. Elle a complètement perdu les pédales. Ingrat. Qui diable crois-tu être après tout ce que nous avons fait pour toi? Nomme une seule chose que tu aies jamais faite pour moi, Solange. Juste une. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a juste crié « Dégage !» Avec plaisir. Une semaine. En sortant, je l'ai entendu dire à nos parents, ne vous inquiétez pas pour lui. Il n'ira jamais jusqu'au bout. Il est trop faible. Il l'a toujours été. J'ai claqué la porte en partant. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé Jacques, mon avocat et l'un de mes seuls vrais amis. Nous avions fait des études de droit ensemble avant que je n'abandonne pour me lancer dans la technologie. Et il a été mon conseiller juridique depuis. Je lui ai tout expliqué ce qui s'était passé. La maison, la voiture, la confrontation avec ma famille. Jacques n'a pas interrompu, il a juste pris des notes et a occasionnellement demandé des éclaircissements. Après que j'ai terminé, Jacques a expliqué que ce n'était pas seulement un conflit familial, mais probablement une fraude. Même avec leur nom sur l'acte, ils ne pouvaient pas vendre le bien sans ma signature. Ils le savaient, c'est pourquoi ils l'ont falsifié. Quand j'ai mentionné la pile de papier qu'ils m'avaient fait signer à l'aéroport avant de partir pour la Suisse, l'intérêt de Jacques a immédiatement augmenté. Classique. Ils ont attendu que je me précipite pour prendre un vol international, ont présenté plusieurs documents qui étaient censés n'être que pour des réparations de maison, et ont enterré les véritables papiers de procuration au milieu. J'ai admis que je les avais à peine parcourus, faisant confiance à ma famille comme un idiot complet. Jacques n'a pas perdu de temps. Le soir même, il a commencé à fouiller. Il a récupéré les registres immobiliers, les documents de vente et a retrouvé le notaire qui avait certifié les papiers. Le calendrier était accablant. Ma maison a été mise sur le marché 16 jours seulement après mon départ pour la Suisse. La Porsche a été vendue à un concessionnaire à Lyon 3 semaines plus tard. L'argent des deux ventes, environ 800 000 €, a été transféré directement sur un nouveau compte d'investissement au nom de Solange. Ma famille n'avait même pas essayé de cacher ses traces, supposant probablement que je n'aurais jamais le courage d'enquêter. La partie la plus suspecte était la notarisation. Jacques a découvert que le notaire, un homme nommé Kevin Martin, avait 3 plaintes précédentes pour des notarisations suspectes rien que l'année précédente. Les 3 cas impliquaient des membres de la famille autorisant des ventes de propriétés pour des proches qui n'avaient pas pu assister à la notarisation. 2 plaintes avaient été abandonnées. Une avait été réglée à l'amiable. Des drapeaux rouges partout. Pendant la phase de découverte, Jacques a assigné les relevés téléphoniques de Solange. Les appels entre elle et ce notaire ont commencé 2 semaines avant mon départ pour la Suisse. Pas mes parents. Solange. C'est elle qui l'avait trouvé, tout arrangé et coordonné le timing. Il y avait aussi des SMS entre elle et mes parents discutant de la façon de me présenter les papiers et de s'assurer que je ne les lisais pas trop attentivement. Ce n'était pas une décision impulsive ou un geste désespéré en cas d'urgence financière. C'était un vol prémédité. Le lendemain matin, j'ai dit à Jacques de déposer la plainte. Pas d'avertissement, pas de seconde chance, pas de réunion de famille pour en discuter. Ils avaient eu leur chance de faire amende honorable lors de notre confrontation et ont choisi de persister. Jacques a déposé des accusations criminelles pour fraude et des accusations civiles pour le retour de mes biens plus des dommages et intérêts. Les papiers ont été signifiés 3 jours plus tard. Mon téléphone a explosé immédiatement. D'abord mes parents qui appelaient coup sur coup, puis Solange, puis des membres de ma famille élargie. J'ai bloqué mes parents et Solange, mais j'ai répondu à l'appel de mon oncle Étienne. Il a tenté le coup de mais ce sont ta famille et de la culpabilisation. Alors je lui ai demandé ce qu'il aurait fait si son père avait vendu sa maison et donné l'argent à mon père sans le lui dire. Son silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai expliqué qu'il disait à tout le monde que ce n'était qu'un prêt, que je réagissais de manière excessive,
et les invités à assister au procès pour entendre la vérité de première main. Une semaine après qu'ils aient été assignés, je quittais mon appartement temporaire lorsque j'ai aperçu la voiture de mes parents garée de l'autre côté de la rue. Ils m'avaient attendu. Ma mère s'est précipitée en pleurant, mon père la suivant avec ce visage sévère de « nous devons parler » qu'il utilisait toujours pour faire la loi. Solange est restée sur la banquette arrière, juste à regarder. J'ai essayé de les dépasser pour rejoindre ma voiture de location, mais mon père m'a attrapé le bras. Il est passé de la colère à la supplication, disant qu'il pouvait arranger ça sans tribunaux ni avocat. Ma mère sanglotait à propos de la loyauté familiale et de la façon dont je les détruisais. Les mêmes tactiques de manipulation qu'ils avaient utilisées toute ma vie. J'ai retiré mon bras et je leur ai dit que la seule façon de régler ça était de me rendre ma maison, ma voiture et mon argent, plus de payer mes frais d'hôtel et d'avocat. Le visage de mon père a changé instantanément. Il n'était pas là pour arranger les choses. Il était là pour me faire abandonner le procès. Quand il a réalisé que je ne reculerais pas, il m'a traité d'ingrat, d'égoïste et de déception, les grands classiques habituels. C'est là que Solange est finalement sortie de la voiture. Elle avait l'air en colère, pas triste ou désolée. Elle s'est approchée de moi et a dit qu'ils avaient trouvé des gens qui témoigneraient que j'avais des problèmes de jeu et que je leur avais demandé de vendre mes biens pour couvrir mes dettes. Des mensonges complets, mais le genre qui pouvait compliquer un procès. Elle a souri en disant cela, comme si elle appréciait ça. J'ai juste ri et je lui ai dit de s'assurer que ses témoins étaient prêts à commettre un parjure sous serment. Puis j'ai désigné la caméra de sécurité au-dessus de l'entrée de mon appartement qui avait enregistré toute notre conversation, y compris sa menace. Son visage s'est décomposé. Je suis monté dans ma voiture et les ai laissés là. Les 2 mois suivants ont été un tourbillon de dépositions, de collecte de preuves et de manœuvres juridiques. Jacques était impitoyable, traquant chaque document, chaque message texte, chaque journal d'appel. Il a trouvé l'agent immobilier qui avait mis ma maison en vente et l'a fait admettre que Solange lui avait dit que j'avais des problèmes financiers et que je devais vendre rapidement. Il a fait confirmer au concessionnaire automobile que mon père avait présenté une procuration que j'avais soi-disant signée malgré mon absence du pays. Et le plus accablant de tous, il a obtenu les relevés bancaires montrant que Solange avait déjà perdu 150 000 € de mon argent dans des paris boursiers risqués quelques semaines après l'avoir reçu. Le procès a été fixé 6 mois après le dépôt de la plainte. Normalement, des procès comme celui-ci prennent encore plus de temps, mais avec les preuves claires de documents falsifiés et le notaire déjà enquêté par les autorités pour d'autres affaires, Jacques a réussi à faire prioriser notre cas. Ces 6 mois ont semblé une éternité, mais ont en fait été un coup de chance par rapport à la plupart des affaires de fraude. 2 mois après le dépôt de la plainte, nous nous sommes finalement retrouvés au tribunal. J'étais assis avec Jacques à la table du plaignant tandis que mes parents et Solange étaient de l'autre côté de l'allée avec leur avocat coûteux. Ils avaient tous l'air beaucoup trop confiants, ce qui m'a inquiété une seconde. J'ai aperçu l'oncle Étienne et plusieurs autres membres de la famille dans la salle. Parfait. Ils devaient voir ce spectacle de première main. L'avocat de mes parents s'est levé le premier. Un type élégant en costume cher qui facturait probablement 800 € de l'heure. Il a commencé sa déclaration d'ouverture en disant que ma famille n'avait rien fait de mal et que j'avais volontairement signé une procuration leur donnant le plein contrôle sur mes biens. Il a même eu le culot de me traiter d'ingrat, suggérant que ce n'était qu'un conflit familial monté en épingle par ma rancune. L'avocat de Solange a essayé de garder un visage impassible en affirmant qu'elle n'était qu'une bénéficiaire passive de la planification financière familiale. Il a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont les documents avaient été traités et n'était impliquée dans aucune fraude. C'était faible. On pouvait voir que même lui n'y croyait pas. Le juge a semblé sceptique, mais l'a laissé finir par politesse plus que tout. Pendant ce temps, ma famille était assise là, l'air suffisant. Ma mère avait ce faux air triste qu'elle utilisait toujours pour jouer la victime. Mon père avait l'air sévère et vertueux, comme il l'était toujours lorsqu'il imposait la loi. Solange n'essayait même pas de cacher son sourire narquois. Puis Jacques s'est levé et a lâché la bombe. Votre honneur, le 23 octobre 2021, lorsque les défendeurs ont affirmé que mon client avait signé une procuration, il ne se trouvait pas en France. Il était en Suisse pour une mission d'affaires de 6 mois qui avait commencé une semaine auparavant. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Même le juge s'est penché en avant, soudainement intéressé. La procuration notariée est donc invalide. Le notaire s'est livré à une conduite frauduleuse, ce qui constitue une infraction pénale. Juste à ce moment-là,
Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et 2 policiers sont entrés avec Kevin Martin, le notaire menotté. Les visages de mes parents sont devenus blancs. Le sourire narquois de Solange a disparu instantanément. Jacques a expliqué qu'après le dépôt de notre plainte, les autorités avaient enquêté et découvert que Martin avait accepté un pot de vin de 20 000 € de Solange pour falsifier la notarisation malgré le fait qu'il savait que j'étais hors du pays. Il a présenté des relevés bancaires montrant le retrait d'argent de Solange la veille de la notarisation, des emails entre elle et Martin, organisant tout, et les messages textes qu'elle avait envoyés à mes parents. « Ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé quelqu'un qui le fera. Marcel ne le saura jamais. Au moment où il reviendra de Suisse, tout sera fait et nous aurons l'argent. » Interrogé par le juge, Martin a tout avoué. Il a dit que Solange l'avait payé directement et avait tout coordonné. Il a essayé de se couvrir en affirmant qu'il m'avait appelé pour vérifier mon identité et que j'avais mentionné être en Suisse pendant l'appel. Cette partie était vraie. Il m'avait appelé à propos de ce qu'il prétendait être des mises à jour de documents de routine, mais n'avait jamais rien mentionné concernant la vente de propriété. Il m'a délibérément induit en erreur lors de cet appel, posant des questions vagues qui semblaient liées à mon travail à l'étranger tout en documentant en fait la preuve qu'il m'avait parlé de la procuration. Mon père a perdu les pédales lorsque Martin a pointé Solange du doigt. Il a crié quelque chose à propos d'être celui qui avait payé Martin, admettant ainsi le pot de vin lui-même. Le juge a menacé de le tenir pour outrage s'il ne se taisait pas. Les preuves se sont accumulées. Jacques a montré l'annonce immobilière qui avait été mise en ligne seulement 2 semaines après mon départ pour la Suisse. Il a présenté des relevés bancaires montrant comment les 800 000 € de ma maison et de ma voiture sont allés directement sur un nouveau compte d'investissement au nom de Solange. Il a même eu des captures d'écran de l'activité de trading de Solange, montrant qu'elle avait déjà perdu près de 150 000 € dans des paris boursiers risqués en quelques semaines, laissant environ 650 000 € de mon argent sur le compte au moment où nous sommes allés au tribunal. La salle d'audience était silencieuse à la fin. Les membres de la famille dans la galerie avaient l'air stupéfaits. Mes parents semblaient complètement vaincus, mais Solange, elle avait juste l'air en colère. Ni désolée, ni effrayée, juste en colère d'avoir été prise. Le verdict est tombé plus vite que prévu. Le juge n'a pas perdu de temps une fois qu'il a vu la montagne de preuves. Mes parents ont été reconnus coupables de fraude financière et de falsification de documents. Pas de surprise là. Difficile de contester quand vos empreintes digitales sont partout sur des faux documents et des notaires corrompus. Ils ont été condamnés à 8 ans de prison chacun. De plus, ils devaient me payer 1 200 000 €. Les 800 000 € qu'ils avaient volés, plus 400 000 € de pénalités et de frais de justice. Le juge a ordonné la saisie et la liquidation de leur maison et de leurs biens restants lorsqu'ils n'ont pas pu trouver l'argent. Il s'est avéré qu'ils en avaient déjà dépensé une partie dans les investissements de Solange et leurs propres dépenses. Je suppose qu'ils pensaient que je ne le découvrirais jamais ou que je ne me battrais jamais. Oups. Solange a été frappée plus fort que quiconque ne l'avait prévu. 5 ans de prison pour fraude, conspiration et corruption de notaire. L'accusation a insisté sur ces messages textes montrant qu'elle avait orchestré toute l'affaire. Le juge n'a clairement pas apprécié son attitude. Marcel ne saura jamais. La cerise sur le gâteau a été les 3 années de probation supplémentaire et une amende de 100 000 €. Le regard sur son visage lorsqu'ils ont lu sa sentence valait presque la perte de ma maison. Kevin Martin, le notaire, a écopé de 10 ans de prison et a perdu sa licence de façon permanente. Il s'avère que Solange n'était pas son premier coup. Les procureurs ont trouvé 2 autres cas où il avait effectué des notarisations douteuses similaires. 3 fautes et c'est fini, mon ami. Alors qu'ils étaient libérés, ma mère a tenté le coup de la culpabilisation une dernière fois, me demandant si j'étais heureux maintenant que j'avais détruit la famille. Mon père s'est contenté de me lancer un regard furieux. Solange, fidèle à elle-même, ne s'est pas excusée. Elle a juste marmonné quelque chose à propos du fait qu'elle aurait dû prendre plus quand elle en avait eu l'occasion. Même face à la prison, elle ne pouvait pas admettre qu'elle avait fait quoi que ce soit de mal. Classique Solange. Les réactions de la famille ont été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. La moitié d'entre eux ont complètement cessé de me parler. L'autre moitié s'est divisée entre tu as fait ce que tu devais faire et comment as-tu pu faire ça à tes propres parents. L'oncle Étienne a été étonnamment solidaire. Il s'est avéré que mes parents lui avaient aussi emprunté de l'argent et ne l'avaient jamais remboursé. C'est drôle comme ça marche. 3 ans plus tard, je vais bien. J'ai une nouvelle maison avec seulement mon nom sur l'acte de propriété.
Leçon apprise. Et une promotion au travail. Mes parents sont toujours en prison, il leur reste 5 ans de peine. Ils envoient occasionnellement une lettre qui demande soit pardon, soit me blâme d'avoir ruiné leur retraite, selon leur humeur de la semaine. J'ai arrêté de les lire après la première année. Solange a été libérée plus tôt pour bonne conduite après avoir purgé 3 ans. Aux dernières nouvelles, elle vit avec une cousine éloignée et essaie de lancer une autre entreprise. Quelque chose à propos d'accessoires artisanaux pour animaux de compagnie ou je ne sais quoi. Je suis sûr qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre pour la financer. Je ne passe plus beaucoup de temps à penser à ce qui s'est passé. J'ai un petit cercle d'amis qui connaissent toute l'histoire et ne jugent pas. Les fêtes sont plus calmes, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'agréable à ne plus redouter les réunions de famille où l'on me demanderait inévitablement de financer le dernier projet à la mode de demain. Est-ce que je regrette de les avoir traînés en justice? Pas une seconde. Parfois, le sang n'est pas plus épais que l'eau. Parfois, c'est juste ce qui coule quand quelqu'un vous poignarde dans le dos. Selon moi, je n'ai pas envoyé ma famille en prison. Ils s'y sont envoyés eux-mêmes en décidant de commettre une fraude. J'ai juste veillé à ce qu'ils subissent les conséquences, comme n'importe qui d'autre. Alors oui, je suis ce gars qui a envoyé sa famille en prison. Mais si vous vous êtes fait avoir pour 800 000 € par des gens qui étaient censés vous aimer, vous feriez probablement la même chose.